Congrès événement et un comité de pilotage composé des organisations professionnelles et des organisations syndicales, monter un événement sur le dialogue social dont l'objectif principal était montrons en fait ce que le dialogue social produit concrètement dans la vie des salariés et même au-delà de la vie des salariés, parce que c'est vrai que quand on réfléchit notre salaire, la médecine, la sécurité sociale, la retraite, les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, tout ça, c'est tous des éléments, la formation, bien évidemment, les questions d'emploi, sont tous des éléments essentiels aujourd'hui dans la vie d'un Français et d'une Française qui sont pour partie ou en totalité issus de négociations collectives et d'une gestion paritaire d'un certain nombre d'organismes. Et donc, il nous semblait que nos concitoyens, nos concitoyennes n'avaient pas forcément idée de ce que produisait le dialogue social. Donc cette idée de dire essayons de valoriser ce qui se passe dans les entreprises et au-delà des entreprises, entre les partenaires sociaux, le plus largement possible. Et puis, bien évidemment, c'est du coup créer un espace, un lieu, enfin voilà, un endroit où tous ceux qui s'intéressent au dialogue social sur ce département puissent se retrouver. Et au-delà d'ailleurs du département, bien évidemment les partenaires sociaux, les chefs d'entreprise, les représentants du personnel et tous ceux qui sont intéressés, professions, tiers intervenants, avocats, juristes, etc. Que petit à petit, j'allais dire, on agrège un peu toutes ces compétences et savoir-faire. Le 9 décembre, donc le Covid nous a un petit peu embêtés parce qu'on avait tout préparé, tout bien. Voilà, mais l'année n'a pas été perdue complètement parce que du coup, on a créé quand même un réseau autour de nous, autour de ces questions-là. Il y a quand même des entreprises qui ont été lauréates et qui ont eu, j'en vois certaines ici dans la salle, donc des trophées qui ont été remis par les partenaires sociaux. Et donc, on a décidé cette année, bien sûr, de recommencer, parce que le Covid n'allait pas nous embêter trop longtemps quand même, mais surtout d'enrichir le dispositif avec des événements qui sont plus opérationnels, enfin plus en direction des praticiens, on va dire, de ceux qui pratiquent le dialogue social, hein, chefs d'entreprise, représentants du personnel, partenaires sociaux et encore une fois, tiers intervenants. Et donc, à travers des rendez-vous plus thématiques. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a souhaité, disons, mettre 2 rendez-vous en plus de notre événement. Celui-ci, merci d'être venu, donc qui est un rendez-vous d'installation, on va dire, et on a souhaité aborder le thème des démarches de dialogue social, de ne pas prendre un thème spécifique, mais évidemment, dialoguer, ça repose sur des savoir-faire, ça repose sur des démarches, ça repose sur des méthodes, ça repose sur un accompagnement. Donc, on souhaitait aborder cette question. Pardon. Le prochain rendez-vous sera consacré à la renégociation des accords CSE, puisque le premier tour, on va dire la première durée suite aux ordonnances de 2017, arrive progressivement à échéance. Les entreprises vont renégocier. Et donc, on a maintenant un retour d'expérience, hein, aussi bien nous que vous, etc., sur ce qui a été fait et ce qui pourrait être fait dans le cadre d'accords à venir. Alors, ces rendez-vous, si vous voulez, c'est un peu les mêmes principes que pour l'événement, c'est-à-dire que même si ici nous sommes en nombre réduit, voilà, ce qui va se dire, ou en partie ce qui va se dire, sera largement retransmis sur le site du Dialogue social en action, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à retweeter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, etc., en bien ou en mal, ou pour continuer le débat. L'idée est que petit à petit, voilà, ce lieu serve de caisse de résonance à d'autres échanges. Autre principe, donc ça c'est le principe, effectivement, il y a des experts ou des praticiens qui discutent et en même temps on essaye de transférer au plus grand nombre ces questions-là. Et puis deuxième élément, c'est on y tient énormément. Deuxième principe, c'est ici on est 3. À chaque fois, si vous voulez, dans chaque partie d'intervention, ce qu'on souhaite, c'est parce que c'est avant tout un échange de points de vue, c'est ça qui pour nous est important. Donc à chaque fois, on essaye d'avoir une double représentation ou un double point de vue sur le sujet. Voilà.
Et c'est, je crois, la caractéristique de ce lieu qu'on souhaite, c'est parce qu'il y a des DRH qui se réunissent pour parler entre eux du dialogue social, il y a les organisations qui se réunissent chez eux pour parler du dialogue social, etc., de leur stratégie. Mais il y a assez peu d'endroits où les uns et les autres peuvent venir confronter leur point de vue. Et donc, ça veut dire de ne pas être d'accord. Ça veut dire, voilà, si on peut aller sur un compromis, bien, mais on peut ne pas être d'accord. Et ce n'est pas la question, en fait. Ici, c'est de pouvoir exprimer des points de vue, confronter ces points de vue, et puis ensuite, chacun repart avec ce qu'il a entendu et en fait son miel. Hein, je dis ça parce que je suis un ancien apiculteur. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est pas d'ici d'avoir un espace de négociation. C'est pas ce qu'on souhaite. C'est un espace, par contre, de discussion. Ce qui veut dire que, si vous voulez, ça, on y tient beaucoup et notre animateur veillera. On peut exprimer tous les points de vue qu'on veut. Mais il faut aussi écouter les autres points de vue des autres. Et il y a une certaine, voilà, mesure dans l'expression des points de vue. Je vous regarde vous, mais je regarde là aussi. Hein. Mais ça, entre eux, ils ont l'habitude parce qu'ils sont au sein de l'Observatoire départemental du dialogue social et c'est un lieu où voilà, la discussion est ouverte. Je vous laisse peut-être la parole à ce stade. Oui, voilà. Merci. Alors, c'est peut-être pas, je ne sais pas si ça marche. Non, oui, si. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Effectivement, Monsieur Vendroz a témoigné de la démarche qui s'est inscrite depuis un an, de la manière dont on tenait quand même à effectivement créer ces lieux de rencontres, d'échanges et finalement de dialogue, puisque c'est une manière d'ouvrir le dialogue entre nous. Donc, peut-être dire deux mots de ce COPIL qui s'est mis en place avec les partenaires sociaux. Au niveau des organisations syndicales, donc on est un certain nombre à y siéger régulièrement. Je vais donc les citer parce que ça me paraît important. Il y a la CFTC, l'UNSA, FO et la CFE-CGC et donc nous-mêmes la CFDT. Je pense que l'investissement dans ce projet et dans cette dynamique, c'est évidemment parce qu'on est attaché à la question du dialogue social. C'est parce qu'on est convaincu que le dialogue social est un levier évident à la fois de promotion, de progrès en termes de droits dans l'entreprise, mais aussi de promotion et d'amélioration des conditions de travail. Et que la crise, d'ailleurs, nous a donné quelques enseignements. Si on souhaite parler télétravail, si on souhaite parler des invisibles, de leur reconnaissance salariale, si on souhaite évoquer les questions d'égalité femmes-hommes, enfin, il y a un certain nombre de sujets et puis il y en a bien d'autres, notamment au niveau de la transition écologique. Le dialogue social nous paraît incontournable pour pouvoir effectivement faire avancer et c'est de l'intérêt de tous. C'est l'intérêt des élus parce qu'ils représentent les salariés, mais c'est aussi, à notre avis, l'intérêt des employeurs parce qu'effectivement, au bout du bout, des salariés qui se sentent bien dans l'entreprise, c'est une garantie, je vais dire le mot, probablement d'une bonne productivité. Donc, on est attaché à cette forme de construction et notre rôle en tant qu'organisation syndicale, c'est évidemment de donner les moyens d'un dialogue social de qualité. Hein, il ne suffit pas de se mettre autour de la table pour que ça fonctionne. Et c'est bien notre rôle que d'accompagner nos élus dans ces négociations et surtout de les former, ce qui est un élément incontournable, puisque vous l'avez vu avec la mise en place des CSE, de nouvelles règles. L'exercice devient extrêmement complexe, et donc nous sommes attachés à l'accompagnement de nos élus pour qu'ils puissent effectivement contribuer à un dialogue social constructif et qui se traduisent par des avancées. Et on a vu à travers les trophées les quelques accords, ils étaient nombreux, qui ont permis effectivement et qui illustrent cette démarche de progrès. Et donc je laisse la parole à Monsieur Sabar. Merci. J'essaierai de faire plus court que vous. Donc, en tout cas, ouais, en tant que MEDEF, je voulais aussi remercier les autres organisations patronales, que ce soit la CPME qui est ici présente avec Lauriane, l'UDES ou l'UDEP. J'ai peut-être oublié une ou deux, mais on est un peu moins nombreux à l'Observatoire du dialogue social, mais il y a une forme de parité et qui n'est pas inintéressante. Je voulais remercier le Progrès et M. Vendroz de pousser sur ce dialogue social quasi départemental, ce qui est quand même une première. Alors, moi, je dirais sur le dialogue social, ce qui est important, c'est que dans l'entreprise, on n'est pas obligé d'être MEDEF, CFDT, CGT. La première étape, c'est d'avoir un dialogue social construit à l'intérieur, un collectif qui se construit pour l'intérêt de l'entreprise. Il n'y a pas pire que dans une entreprise où on a des gens qui changent d'avis toutes les 30 secondes, qui signent un accord et puis après, on n'est pas d'accord. Enfin, voilà. Donc, c'est très important d'avoir des structures dans lesquelles il y a un dialogue
construit. Le dialogue, c'est pas quelque chose entre deux portes et puis qu'on fait rien. Donc ça me paraît important. Après, si les personnes souhaitent dans le deuxième étage bénéficier d'une organisation syndicale ou d'une organisation patronale, c'est aussi bien parce qu'il y a aussi des questions de formation derrière qui nous paraissent importantes. Le deuxième point que je voulais dire qui me paraît vraiment très important, qui donne l'idée aussi du dialogue social, c'est pendant la crise Covid, on a quand même été beaucoup secoué avec des questions juridiques très très fortes. Et par exemple, la notion du masque a été très importante. Et donc, dans le cadre de l'Observatoire du dialogue social, on avait décidé, M. Mondros, de faire un webinaire et qui n'était pas inintéressant parce qu'il y avait à la fois la direction du travail, à la fois les organisations syndicales et les organisations patronales qui parlaient quasiment d'une voix. Donc, ce qui paraissait intéressant sur un sujet qui était hautement polémique. Et il parlait d'une voix en gardant son prisme, et qui devait le dire avec beaucoup de respect à l'intérieur. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on puisse, à ce moment-là où on avait un droit qui n'était pas très bien défini, il y avait une crise avec beaucoup d'inconnus, on a réussi un petit peu, face aux gens, à stabiliser un petit peu la situation. Alors, pour la petite anecdote, ce qui était assez marrant, c'est qu'il y avait des gens qui faisaient du théâtre qui nous ont demandé s'ils avaient le droit encore de s'embrasser sur la pièce de théâtre. Donc là, on a bien dû, bien sûr, je crois que M. Mondros a dit vous pouvez toujours vous embrasser avec le masque. Mais bon, ça, c'était le truc. Mais voilà, en termes de crise, c'est là qu'on voit que le dialogue social, qu'on soit du côté syndical, qu'on soit du côté patronal ou la direction du travail, il faut trouver des endroits qui stabilisent et qui créent le collectif. Parce que l'individu d'un côté, il y en a qui disaient non, je veux pas ça, je veux pas ci, j'ai peur, tout ça. Et là, à ce moment-là, non. Il faut stabiliser les choses, il faut rentrer dans ce collectif-là. Et pour rentrer dans un collectif, il n'y en a pas 36 solutions, c'est le dialogue social. Donc les gens qui disent on n'a plus besoin des corps intermédiaires, on peut gérer tout par Twitter, je crois que la réponse n'est pas là. Et nous, on doit se battre pour ce dialogue social, qui soit organisé de façon collective ou par l'intermédiaire d'autres personnes. Mais c'est ça qui est important et je pense que c'est ça qu'on doit retenir et c'est pour ça que c'est intéressant de le dire. La dernière chose, et j'ai fini pour être très court, c'est que dans le cadre de l'Observatoire départemental du dialogue social, oui, oui mais c'est intéressant. Non, je rigole. Mais dans le cadre de l'Observatoire du dialogue social, on a aussi souhaité étudier tous les accords collectifs. La qualité des accords collectifs, les bonnes pratiques dans les accords collectifs, pour pouvoir le transmettre aux autres. Et ça, c'est important. Et on débat là-dessus. On a, grâce à Émilie Phillips, votre collaboratrice, qui est ici même, elle fait un petit rapport. On a créé des indicateurs, on a réfléchi sur ces indicateurs pour donner quelque chose. Et c'est parce que ces accords collectifs, c'est hyper important pour les entreprises. C'est sa performance, c'est pas sa productivité. Un terme, voilà, mais je pense que ça fait partie de sa performance. Voilà. Et ça, c'est très important de le faire. Et maintenant, avec les histoires de ESG, de RSE, de rapports extra-financiers, de vigilance, ça devient encore plus important. Donc, c'est ça que je pense qu'on peut affirmer. Merci à vous trois. Merci beaucoup. On va donc poursuivre et on va entamer notre séquence retour d'expérience. Et donc, pour cela, je vous présente Nadia Oulmi, qui va venir me rejoindre. Je vais me mettre là. Hop. Voilà. Nadia Oulmi, responsable des relations sociales chez Cégide. Fanny Château, responsable diversité et inclusion, donc au sein également de la DRH chez Cégide. Et Jean-Pascal Blanchard, secrétaire donc, du comité du CSE du périmètre sud-est de Cégide, délégué du personnel donc, CFDT, syndicat majoritaire donc, au sein de cette entreprise, Cégide. Et c'est vous d'ailleurs qui allez débuter cette partie. Jean-Pascal Blanchard, vous êtes représentant du personnel depuis votre arrivée dans l'entreprise il y a 15 ans. Voilà, oui. Expliquez-nous pourquoi le dialogue social fonctionne bien dans votre entreprise. Je vais essayer de vous... Ça marche, ça doit... Allez-y. Oui, ça marche. Donc oui, je vais essayer de vous expliquer ça. Voilà. Donc merci de nous avoir présentés. Je peux peut-être aussi présenter dans un premier temps l'entreprise Cégide. On est voisins, on est juste à côté là. Le bâtiment part d'ici et va jusqu'au quai de Saône. Donc Cégide, nous sommes un éditeur de logiciels. On est un acteur majeur dans la transformation numérique aujourd'hui. Nous proposons aux entreprises des services cloud et des solutions et des logiciels de gestion.
essentiellement sur la partie comptabilité, paye, finance. On est aussi dans le retail, des organisations verticales. Voilà, donc on est depuis 2017. On a eu un changement majeur dans l'entreprise, c'est nos actionnaires. En 2017, 2 fonds d'investissement anglo-saxons ont pris les parts de la société. D'ailleurs, ça nous a fait sortir de la bourse. On était cotés en bourse, mais maintenant, ils n'ont pas besoin de la bourse. Et donc, sur ces 4 années qui viennent de s'écouler, avec eux, on a doublé le chiffre d'affaires, juste pour vous donner cet indicateur-là. Et puis, sur les 4 ans à venir, on a un plan stratégique, 2022-2026, et on va encore doubler ce chiffre d'affaires. Donc, pas que par de la croissance organique, hein, on fait aussi des acquisitions, beaucoup d'acquisitions. Hein, dès qu'il y a des choses à racheter, ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Et donc voilà, on progresse avec ces 2 fonds. Donc voilà, je suis donc représentant du personnel et donc oui, secrétaire du comité d'établissement, enfin du CSE, pardon. Du CSE, d'ailleurs, on arrive à échéance. Nous, on va avoir nos élections pour le prochain mandat CSE au mois de juin. Normalement, si tout va bien. Pas de raison. Voilà, et donc, voilà, moi, je suis le secrétaire du comité d'établissement du CSE d'établissement Sud. On a deux comités d'établissement dans Cégide. Et puis après, donc, on a un comité central sur lequel on est consulté pour tout ce qui est consultation obligatoire. On le fait au niveau du central. Voilà. Tu compléteras après si tu veux, ouais, ou complète maintenant, on peut échanger, il n'y a pas de souci. Voilà, donc aujourd'hui je suis ravi de pouvoir m'exprimer hein, dans cet atelier qui nous réunit. Donc j'ai rappelé donc la performance économique de notre entreprise hein, qui est au rendez-vous aujourd'hui. Mais Cégide, comme toute entreprise, est un acteur dont on attend un engagement fort aussi en matière de justice sociale. Donc aussi, je crois vraiment dans la capacité des partenaires sociaux à s'entendre pour trouver les meilleurs compromis. Donc chez nous à Cégide, je peux témoigner que que nous pratiquons un dialogue social équilibré et très constructif. Alors cela s'est construit dans le temps. Hein. Comme le rappelait Vincent, ça fait moi plus de 15 ans que je suis représentant du personnel. Ça fait un peu moins que je suis délégué syndical, ça fait que 6 ans. Mais voilà, ça s'est construit dans le temps avec un certain degré de maturité des acteurs. Donc Nadia, ça fait 2 ans qu'on... Non, même pas, 1 an qu'on travaille ensemble. Fanny, ça fait 2 ans, oui. Mais après, c'est vrai que notre directeur des ressources humaines, Pascal Guimin, qui est là depuis toujours, j'ai l'impression, et qui était là avant moi. Hein. Donc voilà, on travaille depuis 15 ans déjà ensemble, donc forcément, on commence à se connaître. Hein. Donc voilà, j'insiste, un dialogue social équilibré et constructif, et qui est construit autour d'une confiance mutuelle, une confiance assise sur l'écoute des propositions de l'autre et le respect des engagements pris. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples justement? Oui, bien sûr. Alors je voulais y venir, parce que je pense que c'est au travers d'exemples qu'on pourra illustrer notre dialogue social dans l'entreprise. Donc pour ma part, quand je participe à des négociations sociales, plutôt que de chercher les meilleures pratiques qui peuvent se faire à droite ou à gauche, j'évite surtout les pratiques qui sont mauvaises, et parce que ça favorise souvent l'incompréhension et le déni, et même des fois des réactions qui peuvent être rudes de la part des organisations syndicales, des représentants du personnel et même des directions. Donc à Cégide, nous obtenons des résultats, je pense, satisfaisants en négociation sociale, mais on peut constater que ces mauvaises pratiques, on ne l'utilise pas ou peu. Des fois, oui, on a des mauvais réflexes, mais on essaie de ne pas les utiliser. Donc, alors, des exemples, oui, je peux en donner plusieurs.
par exemple, voilà, faire le marchand de tapis, avec sa célèbre variante qui est demandée beaucoup plus pour obtenir ce que l'on veut. Voilà, c'est une pratique qu'on n'utilise pas, hein, notamment, on a fait les NAO en ce début d'année, hein, comme toute entreprise. Et c'est vrai, quand on démarre la négociation, on ne réclame pas tout de suite 15% d'augmentation collective pour tout le monde, hein. On sait que c'est décorrélé de la réalité. Et donc, voilà, quand on fait des demandes qui sont déconnectées de la réalité, je pense vraiment qu'on n'est pas pris au sérieux. Et donc, du coup, on n'aboutit pas à grand-chose derrière. Donc, voilà, il faut bien sûr se documenter un petit peu avant, hein, et faire des demandes qui sont recevables de la part de l'entreprise. Voilà, c'est un peu comme quand on a fait aussi, on peut prendre un autre exemple, sur une nouvelle organisation du travail qu'on a mis en place, ça remonte déjà il y a 2 ans, mais enfin bon, qui s'est assez bien adapté d'ailleurs à la crise sanitaire. Mais donc dedans, il y avait enfin du télétravail chez nous, qui était très attendu. On a eu du mal à l'avoir, mais on l'a obtenu. Et c'est vrai que voilà, quand on a commencé les négociations, on a senti que l'entreprise était ouverte à proposer du télétravail à ses salariés. Mais on n'a pas commencé par demander tout de suite 4 jours pour tout le monde, parce qu'on savait on sait très bien que Cegid est aussi attaché à garder ses collaborateurs sous la main. Pour que l'organisation soit efficiente. Donc voilà, on est parti sur 2 jours télétravail dans notre proposition, et c'est ce qu'on a eu, et on a pu construire un bel accord autour de ça. Voilà, je peux prendre d'autres exemples. Je continue avec certains exemples. Ouais. Exemple. Ouais. Par exemple, prendre soin de ne pas se soucier des intérêts de la partie d'en face aussi. Ça, c'est une mauvaise pratique. Il faut toujours avoir en tête l'intérêt. Donc, on a souvent des intérêts communs, heureusement, avec une entreprise, hein. Tout à l'heure, on parlait de performance, de rentabilité, mais voilà, la performance fait que ça garantit notre emploi, nous les salariés dans l'entreprise, et les évolutions de l'entreprise, notamment celles qui sont technologiques, font que l'entreprise évolue, et ça garantit aussi l'employabilité future aussi de tous les salariés. Donc voilà, on se soucie toujours de ce souci de performance, hein, surtout quand on a des fonds d'investissement, hein. Ils regardent de très près ce qu'on appelle nous aujourd'hui, la rentabilité, c'est l'EBITDA, l'EBITDA, ouais. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs exemples que voilà. Commencer une négo aussi en pensant que voilà, on va avoir 1 ou 2 arguments imparables qui vont faire infléchir l'autre partie, hein. Ça peut être le cas des 2 côtés d'ailleurs, hein. Moi, je me souviens côté direction, on a eu commencé des accords. C'était celui qui était sur le statut social du collaborateur, où l'entreprise avait tout écrit et pensait que voilà, tout était bien adapté bien ficelé et bien adapté à la réalité du moment. Mais en fait, non, voilà, en discutant, donc on met en avant le fait que oui, il y a des particularités chez des collaborateurs. Faut pas croire qu'une direction aussi a toujours raison et tout compris, hein. Il peut y avoir, donc justement, c'est pour ça qu'ils ont besoin de nous aussi, pour leur rappeler les réalités du terrain. Ils les connaissent, hein, mais je dis pas qu'ils ne le connaissent pas, mais enfin voilà, il y a des fois des particularités qui passent à travers. Donc voilà, heureusement qu'on est là pour le rappeler, parce que voilà, je pense que nous, les élus du personnel à Cegid, on représente. On a des élus un petit peu dans tous les métiers et dans tous les sites aussi, de tous les âges, de tous les sexes. Donc voilà, on représente, je pense, la grande majorité des collaborateurs, et donc ouais, ça fonctionne. Merci Jean-Pascal. Alors vous, Sonia Olmi, vous êtes responsable des relations sociales. Alors c'est Nadia. Nadia, pardon. Vous commencez mal. Sonia, voilà. Nadia, comment vous arrivez à trouver un bon accord? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Oula, qu'est-ce qui est le plus difficile? Déjà, le thème, c'est les démarches de négociation. Arriver à un accord, c'est la finalité d'un long travail en amont. Quand on fait partie de la direction, on n'improvise pas une négociation. Donc, on va devoir travailler en amont. Finalement, le gros du travail, c'est pas le moment où on est en réunion et on discute. C'est tout ce qu'il y a avant. Voilà, on a un cadre légal sur lequel on doit s'appuyer.
Qu'est-ce que la loi m'autorise à faire? Ce qu'elle ne m'autorise pas à faire? Est-ce qu'il y a un intérêt commun qui peut être trouvé entre l'entreprise et les organisations syndicales? Du coup, est-ce que ça vaut le coup de lancer une négociation, parce que c'est beaucoup de travail en amont? Bien sûr, en gardant toujours en tête que l'intérêt n'est pas que celui de l'entreprise. Les intérêts doivent être réciproques. On doit, même en amont, et même si ça s'affine pendant nos rendez-vous, parce que ça se construit après au fur et à mesure de la discussion et du dialogue qu'on mène dans nos réunions, c'est bien nous aussi, entreprises, anticiper les intérêts de nos collaborateurs, les intérêts pour l'entreprise, et trouver le bon compromis qui fera que tout le monde ne sera pas entièrement satisfait, c'est le principe même du compromis, mais en se disant... on peut trouver un terrain d'entente où chacun y trouvera son compte. L'entreprise, parce qu'elle a besoin parfois de souplesse, parce qu'elle a besoin de s'adapter au regard de ses contraintes d'activité. On est sur des secteurs très concurrentiels, on est sur des secteurs où, par exemple, les ressources humaines, en termes de recrutement, c'est compliqué. Parce que c'est très, très compliqué en ce moment. Puisqu'on a beaucoup de besoins, parce qu'on grossit vite, mais on n'est pas les seuls sur le marché. Et on est sur un marché de l'emploi qui, à l'heure actuelle, est plutôt en faveur des collaborateurs. Donc, avoir un statut social attractif, c'est très important pour nous. Et donc, ça va aussi dans le sens des intérêts de l'entreprise. Voilà. Et effectivement, le bien-être de nos collaborateurs, c'est ce qui fait qu'ils vont être fidélisés, qu'ils vont avoir envie de rester. Il y aura toujours le salaire, hein. Pas la peine de se leurrer, hein. C'est quand même la problématique de base quand on travaille. Je suis moi-même une salariée, on ne va pas s'oublier. Mais il n'y a pas que ça. Et rester dans une entreprise, ça n'est pas que le salaire. Et c'est donc effectivement être à l'écoute de tous. Voilà. Et pas seulement du point de vue de l'entreprise. En tout cas, voilà. Moi, je ne suis pas chez Cégide depuis très longtemps. Hein. Je ne suis chez Cégide que depuis même pas un an. Je n'ai pas encore fêté ma première année. Mais ça me fait plaisir que tu penses que ça fait plus longtemps que ça que je suis là. Hein. C'est un compliment de mon côté. je suis déjà dans le paysage, c'est bien. Mais bon, j'ai quand même une certaine expérience, puisque ça fait 16 ans que je fais des relations sociales dans des grands groupes. Voilà, il faut vraiment être à l'écoute des autres. C'est rarement en restant campé sur ses positions qu'on arrive à quoi que ce soit, si ce n'est à du conflit social. Voilà, tout simplement. On n'est plus sur des techniques de négociation classiques où chacun, effectivement, c'est ce que tu exprimais avec Marchand de tapis, où on commence en disant, moi, entreprise, je vais proposer très bas, parce que je sais qu'ils vont proposer très haut, et puis on sait à peu près où on va se retrouver au milieu. Et donc, finalement, chacun y trouve son intérêt. Ça marche aussi, hein, ça peut aussi marcher. Ça a marché pendant très longtemps, d'ailleurs. Hein, ça a été... Mais où, finalement, l'objectif est de cacher ses enjeux, où le vrai atout, c'est que l'autre ne sache pas exactement où je veux aller. Donc ça on a connu aussi. Mais je trouve que les techniques de négociation aujourd'hui sont quand même plus intéressantes, où on se fait confiance, où on a des interlocuteurs crédibles, où on informe, où on est transparent, où on partage, parce qu'on pense vraiment qu'on partage un intérêt commun. Voilà. Et la qualité du dialogue social chez Cégide, elle est, pour avoir fait plusieurs entreprises, elle est effectivement de très grande qualité et elle est très saine. Voilà. Nadia, avant que je donne la parole à Fanny, donnez-nous l'exemple quand même justement des accords sur le télétravail, parce que je crois que c'était quand même pas forcément une demande première de la part de la direction. C'était très attendu du côté des salariés. Et c'est un exemple qui peut intéresser justement tout le public, parce que évidemment que toutes les entreprises sont confrontées à la même demande. Comment ça s'est passé alors ? Alors, je n'ai que ce qu'on a pu me relater. Alors, j'ai effectivement été présente au moment des négociations de l'accord qui ont amené à ce qu'on mette en place le télétravail, mais au final, je suis arrivée à la fin. D'accord ? C'est tout un processus en amont et qui est lié justement à l'historique des relations sociales au sein de Cégide, qui a permis d'aboutir à finalement à ce qu'on signe un accord de télétravail en 2021. Et qui a amené effectivement la direction à évoluer progressivement vers ce dispositif. C'est un long travail, hein, Jean-Pascal ? Donc au début, c'était non, hors de question. Ensuite, ouais, c'était très tranché. Hein. Là, c'était non. Ensuite,
Il y a eu la négociation de l'accord organisation du travail, dans lequel il y a eu, parce que quand même l'entreprise évolue, parce qu'elle est à l'écoute de ses collaborateurs, avec un test. Je me rappelle qu'il y avait un test qui excluait une très grande majorité des collaborateurs, mais qui se disait, voilà, focusons sur certains métiers, voyons comment ça fonctionne, voilà, lançons-nous, politique du petit pas, bon, voilà. Est arrivé le Covid, donc ça a des inconvénients, mais ça a eu aussi des avantages, où là, personne n'a eu le choix, tout le monde en télétravail, sinon pas d'activité, donc il fallait bien se faire confiance et puis rentrer dans le sujet. Donc Cégide, là où ils ont été très forts, c'est OK, on est confronté à cette situation, on y va, sans reculer, on dote les collaborateurs, on les accompagne, on est présent, parce que c'était une situation totalement inconnue pour nous, au-delà même de la peur qu'il pouvait y avoir sur le Covid à ce moment-là. Et le constat final, c'est que ça nous a forcé la main et que ça a bien fonctionné. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien dans le télétravail, il ne faut pas non plus, c'est pas la panacée. Mais contrairement à ce que pouvait avoir comme vision du télétravail l'entreprise, les collaborateurs, ils n'étaient pas devant la télé. Voilà, ils travaillaient vraiment. Ils ont mouillé le maillot pour que ça fonctionne malgré la situation. Ils ont gagné en autonomie, en compétences aussi, sur certains aspects. Nos managers aussi, de ne pas toujours être dans le management visuel, de savoir faire confiance. Il y a bien sûr des cas où ça ne va pas marcher. Il y a des personnes à qui ça ne peut pas marcher. Mais on va dire que 98% des collaborateurs, ça se passe très bien. Après, l'objectif, ça a été de trouver le juste équilibre, parce que pendant cette période, on a tout testé, le total télétravail, le 100%, le 1 jour, le 2 jours, le 3 jours, le 4 jours. On les a tous testés pendant certaines périodes, par effet des règles Covid. Et au final, le meilleur équilibre qu'on a trouvé, où la performance n'a pas été atteinte, c'est les 2 jours. Voilà. Celle où on arrive à conserver l'esprit collectif, le débat d'idées, les échanges, la machine à café aussi, parce que c'est vachement important pour sociabiliser, et en même temps en apportant aux collaborateurs la possibilité de mieux concilier vie privée, vie professionnelle, en travaillant de chez lui, bien équipé, et en lui économisant des temps de trajet, lui permettant aussi du coup d'organiser son travail. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose. Enfin, on essaye. On sait pas. On est encore au début. Il y a encore plein de choses à améliorer sur la pratique du télétravail. Mais l'objectif à terme, c'est de bien organiser. Qu'est-ce que je fais quand je suis dans mon lieu de travail, avec la collectivité du travail au bureau, et qu'est-ce que je fais comme tâche quand je suis chez moi. Donc, c'est plutôt des tâches de longue haleine, où je réfléchis, où je ne suis pas dérangée, etc. Et ce qu'il faut réussir, parce que là on est au début, on a eu un premier accord, nous on vise à le faire vivre, on a une démarche d'ailleurs là-dessus, qui va bientôt donner lieu à un certain nombre de choses qui vont sortir. Mais il faut qu'on prenne de bonnes pratiques sur le télétravail, et ça aussi, ça se fait par le dialogue social, en confrontant le point de vue de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a constaté, parce qu'elle a une vision peut-être plus haute, plus globale de ce que ça a généré, comme difficulté et comme bienfait. Et effectivement aussi le point de vue des salariés, qu'est-ce qu'ils y trouvent, pourquoi c'est chouette, pourquoi je suis bien quand je suis en télétravail et pourquoi c'est bien que je puisse alterner les deux. Voilà, mieux qu'avant en tout cas. Voilà. Alors il y a le bien-être au travail et puis il y a d'autres thématiques Ah oui, il y a tellement de thématiques, c'est vaste, négociation. Donc, notamment, Fanny Chateau, vous vous occupez particulièrement donc de la diversité et de l'inclusion. Comment ça se passe justement au niveau du dialogue social? Comment vous arrivez à faire passer certains messages et même à imposer parfois certaines décisions? Alors, effectivement, donc moi je ne suis pas une experte du dialogue social, je laisse ce rôle-là à Nadia et à Jean-Pascal. Mais effectivement, on a une belle expérience à Cégide en matière de dialogue social sur les sujets de diversité et d'inclusion. Donc autant vous dire que sur les 2 années de présence que j'ai fait à Cégide, il y a eu 2 négociations d'accords, l'accord handicap et l'accord égalité. On peut difficilement appeler ça des négociations étant donné qu'on était plutôt tous d'accord, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps, puisque Cégide, les premiers accords en matière de handicap, ça date d'il y a une dizaine d'années. La même chose pour l'égalité, le premier datant de 2007.
Donc on a eu le temps de construire quand même une certaine expérience en la matière et on voit aujourd'hui que ça aboutit vraiment sur de très bons résultats et sur des mises en œuvre d'accords qui sont faites de manière fluide avec un vrai dialogue quotidien avec les représentants du personnel, les membres de nos commissions sur ces sujets-là. C'est effectivement des sujets qui sont assez bien représentatifs, je pense, de l'avantage du dialogue social, parce qu'effectivement, c'est un positionnement bien particulier. On représente bien évidemment, on va dire, les intérêts de l'entreprise en la matière. Aujourd'hui, c'est crucial d'avoir des engagements sur ces sujets-là en tant qu'entreprise. Pour bien évidemment le recrutement, c'est des sujets qui parlent aujourd'hui à beaucoup de candidats et de candidates. En termes de marque employeur, évidemment, c'est aussi un vrai sujet. Et puis surtout après en matière de rétention des talents, de bien-être au travail et puis d'évolution de carrière pour l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est certain que l'entreprise a tout intérêt à prendre des engagements sur le sujet. Mais là où il y a un double positionnement, c'est que bien évidemment, au sein de la DRH, il y a aussi, on va dire, l'écoute et l'attention portée directement aux collaborateurs. Et c'est là où remonte aussi, de la part des collaborateurs, leurs besoins en la matière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire une politique handicap en se disant en fait, mon objectif, c'est d'atteindre les 6%. Parce que oui, bien sûr, c'est le cadre légal depuis 2005, c'est le cas. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ce cadre légal. Mais au-delà de ça, c'est surtout pour les personnes qui sont dans l'organisation, toutes les personnes qui sont concernées par le handicap. L'objectif, c'est de les accompagner au mieux. Parce que si c'est pour se dire on prend un engagement sur un plan d'embauche dans un accord handicap, on recrute des personnes en situation de handicap et en fait, on ne les maintient pas en emploi, on ne les accompagne pas, en fait, ça n'a pas grand intérêt pour l'entreprise et pas grand intérêt pour les collaborateurs non plus. Et donc c'est là qu'intervient effectivement toute cette partie dialogue social et toute, on va dire, cette représentation des collaborateurs que peuvent faire les représentants du personnel, par essence. Donc c'est vrai que les bonnes pratiques qu'on peut avoir en la matière, elles se situent vraiment là, dans toutes les commissions de suivi qu'on peut avoir autour de ces sujets, au cours desquels on partage un nombre d'indicateurs qui est quand même très important. On essaye d'avoir vraiment la plus grande transparence sur nos chiffres. Donc bien sûr, c'est des sujets, encore une fois, qu'on traite depuis longtemps. Donc c'est des chiffres voilà, dont on peut être fier aussi bien côté RH que côté employé. Mais en tout cas, on s'attache vraiment à donner le même niveau d'information ou quasiment le même entre DRH, représentants du personnel et même collaborateurs, puisqu'on communique bien sûr aussi en interne sur ces sujets-là. Donc, ce qui fait toute la qualité vraiment du dialogue social qu'on a sur le sujet, c'est ça, c'est les échanges réguliers qui sont concrets, avec vraiment des tableaux de bord de suivi qui permettent de voir de A à Z où est-ce qu'on en est sur chaque indicateur et qui permettent de définir des marges de progression qui viennent soit de la part de la DRH en se disant, bon là, on a constaté qu'il y avait potentiellement une amélioration à apporter. On accompagne notamment les personnes qui sont en arrêt de plus de 3 mois ou 6 mois. Donc on a mis en place un programme spécifique qui rentre dans le cadre du handicap au titre, on va dire, de la prévention de ce handicap. Donc ça, c'est une initiative qui a été portée côté RH, mais il y a tout autant d'initiatives de la part des représentants du personnel qui arrivent eux aussi, de par le contact qu'ils ont avec les personnes, à faire remonter les sujets directement et à nous dire, bah voilà, là il y a une problématique, là il y a quelque chose de concret à faire, donc on peut effectivement commencer à le mettre en œuvre et bien sûr on le formalisera quand on sera au moment de l'accord suivant, que celui-ci soit agréé ou pas, puisqu'en matière de handicap, c'est le dernier agrément qu'on aura. Mais bien sûr, le dialogue social instauré pendant ces 10 années, ça assure le fait que même sans agrément, derrière, il y aura forcément cette formalisation qui continuera d'être mise en place et qui assurera le fait que le sujet sera toujours pris en compte, sera toujours traité et qu'il y aura toujours, bien évidemment, une forme de suivi. Et je peux vous assurer qu'elle existe, évidemment, puisque je reçois régulièrement des messages de la part de mes collègues représentants du personnel. Donc forcément, voilà, ça aide aussi cette proximité qu'on a entre nous et on va dire ce lien qui fait qu'il n'y a pas d'hésitation ou de difficulté à se tourner les uns vers les autres quand il y a une situation. Et on le fait bien évidemment, puisque c'est à l'avantage, encore une fois, de vraiment tout le monde. Merci Fanny Chateau. Si on veut respecter le temps de parole des uns et des autres, je crois qu'il faut que... Voilà. Merci à vous trois. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde les questions que vous aviez peut-être à poser à la fin. Et du coup, je laisse tout de suite la parole à nos deux experts que j'invite à venir me rejoindre. Ah, on reste. Vous restez, oui, avec nous. Oui. On Donc, Maître Georges Meyer, du barreau de Lyon, avocat en droit social depuis 1999.
donc un des 2 fondateurs du cabinet Delgado et Meyer. Votre cabinet intervient tout particulièrement dans le conseil et la défense des salariés et des représentants du personnel. Et puis à vos côtés, donc Bruno Dupuis, donc conseil indépendant. Après avoir connu une longue carrière dans le public, vous avez notamment été conseiller auprès du ministre du Travail et diplomate au Bureau international du travail à Genève. Alors, on vient d'avoir donc un cas qui, je pense, commun à pas mal d'autres grandes entreprises. L'environnement législatif a particulièrement évolué donc, en 2017. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte justement de ce débat qui a lieu au moment du vote de la loi? Vous voulez commencer? J'ai peut-être commencé. Oui, alors j'ai perdu ma voix. Bon, la blague sur l'avocat qui perd sa voix a été faite. Et voilà, je suis désolé. En plus, je vais devoir partir un peu comme un voleur dans 20 minutes parce que je dois prendre un train pour aller plaider cet après-midi. Bon, oui, on parle de dialogue social. En fait, dialogue social, ça veut dire plein de choses. Dialogue social, c'est échanger, information, consultation. Mais là, on s'intéresse peut-être plus à la question de la négociation collective. Et donc, pour un juriste, le dialogue social, c'est produire de la norme. En fait, c'est fabriquer quelque chose qui crée du droit, qui crée des règles qui vont s'appliquer. On a parlé de télétravail, on a parlé d'inclusion. On peut parler de QVT ou de temps de travail au sens large du terme. Et le sujet de la négociation, il a beaucoup évolué, en particulier, on va dire, il y a 5-6 ans, 2016, loi travail, 2017, les ordonnances Macron, puisqu'on a connu une forme de révolution, on peut dire comme ça, en tout cas de transformation majeure, c'est qu'on a dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, hein, c'est-à-dire comment ça s'articule, la loi, la branche, l'accord d'entreprise. Ce que les ordonnances Macron ont installé, c'est le principe dérogatoire de l'accord d'entreprise. Concrètement, on a dit, alors les raisons historiques, politiques sont nombreuses. Hein. Pendant un siècle, ça a été la branche qui a structuré. On a harmonisé les règles et régulé la concurrence entre les entreprises aussi au niveau de la branche. Et puis progressivement, on est venu vers ce système où c'est la négociation d'entreprise qui va prendre le pas et qui va pouvoir prévoir des règles différentes. Et donc, on a une négociation qui est potentiellement dérogatoire. Et c'est ça la nouveauté majeure depuis 5-6 ans, c'est que dans l'entreprise, on va bien sûr pouvoir prévoir des règles adaptées à l'entreprise, à ses contraintes, à ses problématiques de concurrence, à son positionnement sur le marché, à ses problématiques d'employabilité, de recrutement, qui sont des sujets importants aussi, et potentiellement aussi créer des règles dérogatoires, c'est-à-dire potentiellement moins favorables aux salariés que les règles de la branche et que les règles de la loi. Et donc, l'observation qu'on peut faire, en tout cas la critique que je peux formuler par rapport à la question de la négociation et du sujet qui nous interroge, c'est qu'on a peut-être beaucoup privilégié la négociation entendue comme un résultat, c'est-à-dire un accord qui vient déroger, et on s'est très peu intéressé, et c'est probablement un angle mort de la réforme des ordonnances 2017, on s'est très peu interrogé au processus qui conduit à. Parce que la négociation, ce n'est pas simplement un résultat, qui est de dire on va créer des règles différentes, on va minorer les heures supplémentaires, on va réduire, on va augmenter le salaire sans forcément augmenter le temps de travail sans forcément réduire le salaire, on va flexibiliser le temps de travail. Ça, c'est le résultat, mais on ne s'intéresse pas au processus. Or, la négociation, c'est quelque chose qui se construit, c'est un processus, c'est la recherche d'une confiance, c'est un travail en amont, un travail préparatoire, c'est des conditions. On ne parvient pas à ce résultat, surtout dans la négociation dérogatoire, sans s'intéresser à la manière dont on y arrive. Parce que la négociation, c'est pas, en tout cas, c'est ma conviction, ça ne doit pas être ce que j'appelle, de manière un peu caricaturale, la négociation PDF. La négociation PDF, c'est quoi? C'est on transmet aux représentants syndicaux, aux représentants du personnel, un accord en format PDF, donc par définition totalement écrit. Voilà. Un accord, en tout cas, c'est ma conviction, c'est quelque chose qui se co-construit. Hein. Donc il y a un travail préparatoire, il y a un processus, il y a des outils, il y a une méthodologie pour arriver à ce résultat. Et il y a notamment la question de corriger l'asymétrie, hein, l'équilibre des forces dans la négociation, parce que sinon c'est un processus unilatéral. Et je ne crois pas, sinon c'est pas de la négociation si c'est unilatéral. Hein. Et vous parliez, Sonia, c'est ça.
Nadia, décidément, pardon. Vous parliez de la préparation de la direction. Il doit y avoir aussi du côté des organisations syndicales et des représentants du personnel une préparation, et ça passe notamment par le partage d'un certain nombre d'enjeux, mais on pourra peut-être y revenir. Mais en tout cas, c'est principalement ça, la réforme, c'est la négociation dérogatoire et qui, à mon sens, exige encore plus que l'on travaille sur la méthode, parce qu'on va traiter de sujets qui vont être complexes, le temps de travail, la rémunération, la qualité de vie au travail, le télétravail. Ce n'est pas des sujets faciles. Quand on n'est que sur de la NAO, on va dire c'est facile. Bon, on peut que gagner ou gagner beaucoup, gagner pas beaucoup. Mais la négociation dérogatoire, c'est autre chose. Et c'est très compliqué aussi pour les organisations syndicales et les représentants du personnel, parce que depuis quelques années, on est dans des négociations parfois de recul. De recul de droit pour les salariés. Et donc les représentants du personnel sont aussi coincés entre les enjeux de la direction, la pression, parfois la négociation chantage. Alors ce n'est pas l'esprit ici, mais on en rencontre, on le sait, le chantage en l'emploi en particulier. Et les représentants syndicaux sont coincés entre les enjeux de la direction, les sujets d'une grande complexité, et par ailleurs, du côté des salariés, une forme de pression aussi, avec des collectifs qui peuvent être court-circuiter la négociation. Mon confrère du MEDEF parlait tout à l'heure, alors c'est mon confrère avocat, pas mon confrère du MEDEF, parlait tout à l'heure des collectifs. Les organisations syndicales, les représentants du personnel ont aussi des soucis de légitimité avec des collectifs. Raccourci peut-être de gilets jaunes de l'entreprise qui viennent court-circuiter les corps intermédiaires et la régulation qui se fait par les représentants du personnel. Donc il y a des enjeux de toutes parts qui impliquent qu'une négociation se prépare, se construise, on doit donner des instruments, on doit donner de la méthodologie. Oui, alors, moi, pour répondre à votre question et compléter l'intervention de Georges Meillard, je dirais que 2017, il faut regarder les choses dans un temps long. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une tendance longue qui a été de favoriser effectivement le règlement des problèmes par la négociation dans l'entreprise. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier épisode, les ordonnances de 2017, elles traitent de l'architecture de l'organisation. Elles ont fusionné plusieurs instances en une seule. Elles ont fixé des règles de fonctionnement de ces instances. Elles ont organisé la négociation. C'est important ici, il y a des PME parce qu'elles ont voulu donner de l'accès à la négociation par des systèmes nouveaux, je veux dire, aux petites entreprises, et même aux très petites entreprises, avec des processus qui mettront certainement du temps à s'acculturer, parce qu'effectivement, c'est des choses nouvelles. Mais sur le temps long, ce qu'il faut voir, c'est que la négociation dérogatoire existait déjà avec la loi El Khomri. Elle était moins ouverte mais c'est un temps long. Et ce qu'on a voulu aussi, il faut regarder, c'est s'assurer qu'on a des acteurs qui sont légitimes. Donc, d'où la position commune presque 10 ans auparavant, effectivement, pour s'assurer que de la mesure de la représentativité et faire en sorte qu'on ait des acteurs qui négocient, mais qui aient une vraie légitimité. Avant, on pouvait toujours faire des négociations instrumentalisées. La signature d'un minoritaire valait autant que la signature d'un syndicat qui avait plus de 50%, ce qui était quand même un dévoiement et ce qui posait des problèmes de légitimité sur la négociation. Alors après, sur ce que disait Georges Meillard, je crois que ce qui est important, c'est ce qu'ont dit nos prédécesseurs ici, c'est la confiance. Je crois qu'on arrive sur des terrains, et moi je veux dire en tant que conseil, je le vois bien, c'est-à-dire qu'on arrive sur des terrains où quand la confiance n'est pas là, effectivement il y a tout un travail de restauration. C'est comme quand la chemise a pris un pli de travers ou quand la carrosserie est cabossée, ça met un peu de temps parce qu'on est dans des pratiques qui sont, si ce n'est déloyales, parfois insincères, pas très centré sur des questions qui portent strictement sur des questions formelles des deux côtés d'ailleurs, avec un prisme très centré aussi sur les moyens, qui sont une façon aussi de ne pas se concentrer sur le fond des vrais sujets. Et puis souvent aussi des questions de méthode, parce que j'aime beaucoup moi le concept d'accord de méthode, parce que c'est un élément essentiel, je dirais, pour
pour démarrer des sujets, parce que ça permet de mettre à plat, de mettre à plat des choses, de commencer à avoir une grammaire commune quand on va aborder un sujet. Et je crois que ça, c'est très important. Alors, il y a des notions que vous devez aborder, j'imagine, dans l'Observatoire, c'est la question, par exemple, des formations communes. Moi, je vais prendre un exemple, parce que je suis conseil, mais je suis aussi dirigeant en tant que président du conseil d'administration d'une fondation industrielle qui a 6 usines, donc c'est que 900 salariés. On va devoir transposer la nouvelle convention collective de la métallurgie. Mais magnifique travail au passage, je veux dire que je vous recommande de regarder sur un chantier qui a duré près de 5 ans. Beaucoup de méthodes partagées, des divergences, mais des sujets qui ont abouti à une nouvelle convention, ce qui est un travail remarquable. Aujourd'hui, on doit le transposer. Moi, mon premier réflexe, c'est de dire, on va commencer par s'approprier en commun, parce qu'il y a le sujet avec nos syndicats, la CFDT, FO et la CFTC dans cette entreprise. Je veux dire, il y a des sujets qui sont complexes. On va devoir transposer la nouvelle grille de classification. Si on ne commence pas par essayer de se mettre d'accord, de comprendre, je veux dire, à quoi ça sert la grille de classification, comment ça fonctionne, quel est le avant, je veux dire, et le nouveau, et qu'est-ce qu'on veut en faire dans l'entreprise, je veux dire, on ne va pas rentrer bille en tête, ou on va très vite arriver à des choses qui seront frontales. Donc je pense que ça, c'est des sujets, on ne sera pas d'accord sur tout, mais le fait au départ, et ça je recommande toujours, utiliser un accord de méthode, se donner des horizons, dire quels moyens les uns et les autres vont pouvoir utiliser. Puis je le dis, avoir une grammaire commune au départ, c'est quand même se donner beaucoup de gages de succès. Et donc de ce point de vue-là, et si on doit tracer un peu des lignes, je crois que c'est très important, la confiance, très important de valoriser les carrières des représentants du personnel, c'est-à-dire qu'ils aient des évolutions, qu'on valorise, parce que je veux dire, être négociateur, c'est aussi des compétences acquises qui peuvent se transposer ailleurs. Et donc, je pense que ça fait grandir tout le monde, ça fait grandir Et puis, je veux dire, avoir des interlocuteurs formés, je veux dire, quand on est du côté de la direction, c'est plus exigeant, mais c'est aussi plus intéressant. Alors, fort de cette expérience de 5 premières années, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la loi pour qu'elle soit vraiment pleinement applicable et qu'elle puisse surtout bien servir les salariés Je ne sais pas s'il manque quelque chose à la loi. Peut-être que ça doit venir aussi des praticiens et ça doit venir des partenaires sociaux eux-mêmes. Je pense que l'idée de l'accord de méthode, alors peut-être que la loi pourrait, ou le législateur pourrait venir améliorer ce que j'évoquais. Il y a eu notamment préalablement à la réforme travail un rapport de Jean-Denis Combrexel qui était très intéressant sur la question de la méthodologie, de la loyauté et dans l'outillage de la loyauté. Je pense que ça s'est passé à la trappe dans la réforme 2017 et peut-être que ça me semblerait important. Construire la confiance. Enfin, la confiance se construit sans naïveté. Il ne s'agit pas de penser que parce qu'on va discuter, on se compromet. Chacun va défendre des intérêts. Ma foi, si on est ici, c'est qu'on a quelques convictions autour du fait que le dialogue social, c'est un outil d'amélioration de la performance globale de l'entreprise. Et j'emploie performance globale de l'entreprise, à la fois sa rentabilité, son EBITDA, mais aussi la qualité de vie au travail, aussi l'épanouissement personnel, un peu d'humanisme dans ce monde de brut, et aussi des questions derrière d'employabilité, de conserver des collaborateurs, qui devient un sujet vraiment prégnant aujourd'hui avec une génération de trentenaires. Je le vois dans ma propre entreprise, dans mon propre cabinet. Effectivement, on n'a pas la même fidélité à l'entreprise, on a aussi... donc c'est des sujets très très importants. Donc construire la confiance, l'accord de méthode, je suis parfaitement d'accord. L'accord de méthode, c'est se mettre d'accord sur la manière dont on va négocier. Et dans l'accord de méthode, il y a effectivement des questions de moyens, mais il n'y a pas que des ordres de délégation dans l'accord de méthode. Il y a un sujet qui me semble important, je pourrais en parler la matinée, il y a un sujet qui me semble important, c'est le partage des enjeux et le partage de l'information. Ça a été dit tout à l'heure, c'est j'ai un enjeu caché. Il y a tellement... Non, je n'ai pas dit que c'est ce que vous aviez dit, mais c'est parfois des pratiques de négociation. En fait, quand on négocie de sujets complexes, l'emploi, les conditions de travail, la mobilité géographique et professionnelle, le télétravail, on est sur des sujets d'une grande complexité. Et on peut
travailler en amont, parfois sur des diagnostics qui peuvent, allez, soyons audacieux, parfois être des diagnostics partagés, mais en tout cas sur la nécessité de diagnostic et de dire où on veut en venir. Quand on négocie un accord de performance collective, où concrètement le deal, c'est les salariés vont lâcher des choses, pour être court, renoncer à une prime, augmenter le temps de travail sans augmentation de salaire. L'entreprise doit partager ses enjeux, dire où elle va aller, c'est quoi ses orientations stratégiques, c'est quoi ses conséquences sur l'emploi à moyen terme. Si on n'est pas dans le partage de l'information, on est dans une négociation qui est, je l'ai dit, asymétrique, et on va construire un truc qui ne va pas tenir sur la durée. Donc ça me semble très important, la nécessité de partager de l'information. Et après, peut-être quelques bonnes pratiques que l'on peut voir et que j'essaye moi de développer dans le travail que je fais aux côtés des représentants du personnel. Ça a été dit aussi tout à l'heure, bannir c'est apprendre ou à laisser. Voilà. Le télétravail, la direction ne voulait pas, finalement, elle y trouve aussi son intérêt. Ne pas envoyer de fichiers en format non modifiable. C'est tout bête, mais c'est très important. Ne pas rédiger de projet trop tôt non plus. Un accord, juriste, les juristes, ils ont le travers de vouloir rédiger des trucs clés en main et le sur-mesure n'est pas la solution. Donc on a par exemple sur des négociations un peu complexes, on l'a pratiqué au niveau de la mise en place des CSE il y a 5 ans, la négociation avec quelque chose qui peut ressembler à un tableau Excel. C'est-à-dire qu'on a thématique par thématique les propositions des uns, les propositions des autres, on déroule la négociation, on ajuste les sujets et quand on a fini, on rédige. Parce que la rédaction, elle enferme. Des pratiques qui peuvent être celles de la plume tournante. C'est quoi la plume tournante? C'est que ce n'est pas nécessairement la direction qui rédige les projets d'accord ou les contenus d'accord. Alors, il faut être dans une grande maturité du dialogue social pour ça. Je vois les RH qui froncent les... Bien sûr, mais parce que celui qui tient la plume, il prend la main. Et quand les négociations se font au MEDEF, ce n'est pas la même chose que quand elles se font au ministère du Travail. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent... Alors, il faut de la maturité, mais on voit aussi que ça crée de la créativité du côté des représentants du personnel. Et puis, bannir les accords types, parce que la négociation, c'est dur sur mesure. On a vu quelques branches professionnelles, je tairai le nom, mais il en a été fait état dans la presse, qui ont essayé de développer des accords types, notamment sur les APC. C'est une catastrophe. L'accord, c'est du sur-mesure. Et puis, je trouve formidable ce qui a été dit tout à l'heure chez Cégide sur la diversité. Assurer les accords, il faut les faire vivre et potentiellement les refaire, les rediscuter. Donc, avoir de l'humilité dans les accords et se dire qu'on peut être dans des phases expérimentales, se donner des indicateurs de mesure, parce que négocier, c'est aussi renégocier pour adapter l'accord à la vie de l'entreprise et aux contraintes. Et sur le télétravail, ma foi, on a tous pris beaucoup de risques, sur le CSE aussi. Au bout de 5 ans, on s'est dit, non, ça ne tient pas, il faut le refaire autrement. Donc, voilà, c'est de l'humilité, mais se donner des outils, en fait. C'est donner des outils d'indicateurs de mesure pour dire, ça, on évalue au bout d'1 an, on corrige éventuellement. Ça, on a vu que c'était bien, mais ça, on a vu que c'était moins bien. Voilà. Donc, c'est en fait vraiment d'outiller la négociation, d'outiller le processus et peut-être se défaire de simplement un objectif et un résultat. Pour conclure. Je conclus aussi, si je vous donne quelques... D'abord, j'invite ceux qui ont le temps à lire le rapport d'évaluation que j'ai apporté, mais de Marcel Grignard et Jean-François Pillard, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est sur le site de France Stratégie, il y a beaucoup de choses intéressantes. Après, moi, ce que je dirais, c'est... il n'y a pas forcément besoin de nouvelles mesures législatives parce qu'on est sur là aussi, on est sur des temps longs de pratique de s'appropriation. Il y a sûrement des points de faiblesse ou des points complexes parce qu'il y a dans des entreprises à structure complexe, par exemple, il y a une très forte verticalisation qui rend la négociation plus technique aussi. Donc ça, c'est quand même un point auquel il faut être attentif parce que ça peut éloigner en tout cas les acteurs du quotidien des gens. Donc je pense que c'est un sujet sur la proximité. Moi, j'ai un peu révisé ma position d'ailleurs dans une situation concrète en me disant voyant que c'était un sujet quand même qui était important, y compris pour le management, parce que ça permet, c'est là qu'il y a les capteurs aussi. Si on met un peu le couvercle, on ne voit pas les sujets du quotidien. À un moment donné, ça remonte, et ça devient très crispé. Les sujets de santé-sécurité, parce qu'on est effectivement, on a une évolution forte.
était un pays où il y avait beaucoup de strates, il y avait une instance spécialisée, on était le seul dans l'Union européenne, mais néanmoins c'est un sujet important. Et puis après, moi ce que je dirais, c'est quand on fait un accord, et je rejoins ce que disait Georges Meyer, et ce que vous avez dit, la dernière intervenante de la précédente table ronde, c'est faut le suivre, faut expérimenter, parce que c'est important. Tout n'est pas parfait du premier coup. Il y a des choses qu'on peut. C'est intéressant ce que vous avez dit aussi sur comment vous êtes rentré doucement dans le télétravail en expérimentant. Ben ça, je pense que c'est important. Et puis il y a un point qui me semble essentiel, et je rejoins le propos introductif de Dominique, c'est qu'il faut penser aussi à vendre les résultats de la négociation et le vendre de façon intelligible pour tous les salariés. Parce que, je veux dire, beaucoup d'entreprises, on a l'impression que ce truc, c'est un truc entre spécialistes. Alors, ils s'empaillent plus ou moins, ou ils s'entendent bien. Bon. Mais, je veux dire, qu'est-ce que c'est à l'arrivée? Et ça, je pense qu'il faut faire une traduction. Il faut aussi penser à la question du sens, et j'insiste, par exemple, on en parlait hier tous les deux, c'est le préambule. Le préambule, c'est pas que des mots, c'est pas un truc où on s'amuse, c'est essentiel, c'est la partie politique, c'est pourquoi on le fait. Et chacun doit y apporter son... Et c'est un point très important, parce qu'on rentre en négociation pour des raisons, parce qu'il y a une stratégie, on la partage, on la challenge. Moi, sur l'aspect communication, il se trouve que j'ai eu l'occasion pendant plusieurs années d'animer un séminaire entre les partenaires sociaux, syndicats et direction d'un grand groupe pétrolier français que je ne citerai pas. La question qui remontait de part et d'autre, c'est on négocie, on fait plein de trucs, mais je veux dire, les salariés, ils ignorent complètement, ils ne comprennent pas ce qui se passe, quoi. Quelque part, il y a le résultat de nos accords, et ça, je pense que c'est essentiel de pouvoir le valoriser. Alors, il y a les niveaux interprofessionnels, le niveau de la branche, mais au niveau de l'entreprise, quand on a un résultat, je pense que la pédagogie de communiquer, d'expliquer à quoi ça sert, pourquoi on le fait, c'est important. Merci beaucoup à tous les deux. On vous laisse. Merci beaucoup de votre participation. Du coup, comme tout à l'heure on avait supprimé la partie questions, on l'a rétabli maintenant pour faire du coup un patch commun. Et maintenant, je laisse la parole au public pour poser des questions à la fois aux représentants de Cégide, mais également à Bruno Dupuis s'il souhaite intervenir. Alors, n'hésitez pas. La première question est toujours la plus difficile, mais vous en avez certainement. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez mis, dans le cadre de votre accord CSE, en place des représentants de proximité et si cette institution avait, si elle avait réussi à trouver sa place. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Je m'appelle Chloé Delpy, je suis responsable relations sociales Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Ça marche, ouais. Oui, effectivement. Donc, on a instauré les représentants de proximité au sein de l'entreprise. C'est vrai que le représentant de proximité, c'est un peu compliqué parce que il n'est pas d'ordre public, il n'est pas obligatoire, donc il faut lui trouver une place et un intérêt avant de l'instaurer. L'instaurer pour l'instaurer, ça n'a aucun sens. Donc effectivement, alors je n'y étais pas à ce moment-là, mais il y a eu des échanges. Mettons un représentant de proximité, mais il fait quoi par rapport à un CSE, par rapport aux commissions, par rapport aux délégués syndicaux? Il va faire quoi? Alors nous, on est dans une stratégie de transformation dans l'entreprise via laquelle on acquiert beaucoup de sociétés de différentes tailles. Et le représentant de proximité, on a voulu lui donner le rôle de relais dans le cadre de ces reprises. Donc ça va être parce que dans le cadre de ces reprises, il y a fusion totale, et donc de ce fait, disparition des représentants du personnel lorsqu'ils existent. Puisque tout s'imbrique et il n'y a pas d'établissement, il n'y a pas, voilà, donc c'est vraiment par activité, donc ils ne peuvent pas perdurer. Du coup, le représentant de proximité, alors il peut y en avoir 1, 2 ou 3 de mémoire.
selon la taille de l'entreprise que l'on rachète. Il va faire justement ce pont et ce relais, en général c'est un des anciens élus, entre les équipes qui viennent d'être intégrées au sein de Cégide et les représentants du personnel de l'entreprise et la direction. Voilà, ils vont venir porter, en fait, ils vont être le porte-parole de ces collaborateurs qui, du fait de la fusion, ont perdu leur représentation élue. Voilà. Mais encore une fois, le représentant de proximité, il va être adapté, j'ai envie de dire, à vos nécessités internes. Donc il faut le réfléchir ensemble et effectivement y trouver un réel intérêt. Sinon, ça aura été un petit paragraphe sur un bout de papier dans un accord. Or, ce n'est pas l'objectif. Voilà, il y a plusieurs reprises, ça a été dit, un accord, c'est notre loi. Donc si on l'écrit, on l'applique. Mais si on fait quelque chose, il faut que ce soit pragmatique et il faut que ce soit applicable. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Voilà, enfin, c'est notre point de vue en tout cas. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter. Alors, Bruno, vous voulez poser une question. Oui, moi j'étais intéressé pour vous poser une question qui est un petit peu, peut-être, vous m'entendez, oui, qui est large sur le dialogue social. Vous êtes dans une société en croissance, qui a des fonds de pension qui sont actionnaires ou des fonds d'investissement. Donc vous avez plein de cibles, si j'ai bien compris. Alors je pose la question aux deux parties. Comment vous faites quand on est à la croisée du droit social et du droit des affaires? Parce qu'il y a des moments où on a des sujets très touchy. Moi, j'accompagne des fonds, j'accompagne des fois des dirigeants d'entreprises sur des acquisitions. À quel moment on va se parler? Il y a les sujets de la stratégie, bien sûr, les orientations stratégiques. Mais quand je suis sur une cible, moi, j'ai eu des cas très précis sur des très gros deals. Il y a des questions de secret des affaires, de confidentialité. Et puis, je veux dire, derrière, quand on fait une acquisition, il y en a un qui est, je veux dire, il se profile des harmonisations de statut, il se profile des optimisations sur les fonctions support, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, ça renvoie à des questions qui peuvent être dérangeantes. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, comment vous conciliez tout ça, cette mécanique, et puis, je veux dire, dialogue social, droit des affaires, les actionnaires, souvent, un peu, je veux dire, souvent par ignorance d'ailleurs, sont pas très chauds pour dire attendez, c'est dangereux, il y a des questions de confidentialité, de délit d'initié. Ça serait intéressant, dans une société comme la vôtre, qui est sur une position dynamique, de pouvoir dire ce que vous en pensez. Ce que vous faites. Ah, non, ce que je fais, je vous le dis pas. Les trucs, je suis obligée de garder secret, moi aussi. Vaste question. Alors, dans les pratiques de l'entreprise, mais tu confirmeras parce que tu es quand même là depuis plus longtemps, mais moi, dans ma perception de l'année que je viens de passer au sein de Cégide, sur laquelle on a eu 3 acquisitions, dont une de 650 collaborateurs, il y a un partage en amont avec nos représentants du personnel en CSE centrale. Et qui est soumis... Non, parce qu'on est sur la confiance, parce que ce sont des relations qui se sont construites dans le temps, et qu'à date, personne n'a trahi cette confiance. Mais encore une fois, voilà, ça se construit dans le temps, et c'est pas du jour au lendemain que ça intervient. Mais oui, en amont, on partage avec eux réellement la stratégie, des choses extrêmement confidentielles, que certaines fois, même le comité exécutif, il ne faut pas le dire, ne sait pas. Voilà. Pour qu'effectivement, dès le départ, il y ait une bonne compréhension de la situation, des enjeux et de ce que ça va impliquer pour tout le monde, et notamment pour les collaborateurs qui sont repris. Voilà. Mais oui, on partage des choses très confidentielles avec nos représentants du personnel. D'ailleurs, sans ça, ça ne marche pas vraiment bien dans ces cadres-là. Donc on anticipe les sujets et on les travaille ensemble par la suite. Bien sûr. Alors oui, comme tu dis, on essaie d'anticiper les choses, mais avec ces fonds d'investissement, ça va très très vite. Il faut aller très très vite. Le dialogue social, il faut qu'on s'adapte. On le fait à une vitesse grand V par rapport à ce qu'on pouvait pratiquer jusqu'avant. Mais c'est vrai que voilà, le dialogue, notamment oui, pour les acquisitions, on a une commission économique qui travaille aussi en amont des consultations des CSE centraux.
pour présenter l'acquisition. Donc, dans cette commission économique, on a des développeurs, puisqu'on est éditeur de logiciels, donc on appréhende surtout la partie des techniques qu'on va acquérir. Mais voilà, et puis on est accompagné aussi d'un expert dans toutes nos missions au comité central. On est accompagné de cet expert. C'est très, très précieux, ça. Et donc voilà, c'est vrai qu'on est très souvent mis dans la confidentialité, hein. Comme tu le dis, hein, des fois bien en amont. Ouais. Ouais. Alors, sur les acquisitions, par exemple, non, franchement, on ne peut que les suivre. Après, on le voit dans le temps, ils se sont très rarement trompés. Mais ouais. Souvent, dans toutes les acquisitions, l'emploi est garanti. Toutes les structures, ça met jamais en difficulté l'emploi au sein de Cégide, et ça ne met pas non plus en difficulté l'emploi de la société qu'on a acquise. Voilà, comme Nadia le rappelait, le marché sur le domaine de l'informatique est très tendu, le marché de l'emploi. Donc, on a tout intérêt. Il nous faut des ressources. Hein, il y a beaucoup de ressources humaines derrière nos métiers, et donc on les conserve. Mais c'est vrai on le regarde de très près, ça aussi. Mais ça va toujours en général dans le bon sens. Oui, tu veux compléter, Nadia ? Oui, juste. Parce qu'effectivement, vous incitez sur les fonctions support qui font doublon. Effectivement, ça arrive. Et donc, il y a eu une négociation d'un accord de performance collective dans ce sens-là, mais qui est essentiellement... Alors, je te rejoins et j'abonde entièrement. On est sur des métiers où on ne peut pas se permettre de perdre les compétences. Enfin, on doit tout faire pour les conserver. Donc, notre objectif, avec l'accord de performance collective, c'est pas de masquer un PSE. Pas du tout. Par contre, l'objectif, c'est d'adapter parfois un certain nombre de choses du contrat de travail du collaborateur pour que ça puisse rentrer dans nos cases. Voilà, parce que malheureusement, effectivement, des fois, c'est pas possible. Mais c'est essentiellement sur la mobilité. Voilà. Donc, c'est pas, on baisse pas les salaires. D'ailleurs, c'est très difficile de négocier ce genre de trucs. Je vous incite pas à le faire. Hein. Alors, moi, j'ai une petite question un petit peu politique pour vous. Parce qu'en fait, on voit apparaître dans l'entreprise, et notamment dans les PME, TPE, il y a un contexte quand même qui est absolument difficile avec l'inflation. On a connu des NAO un petit peu difficiles. Je pense que ça va encore aller beaucoup plus tendu. Peut-être que des gens demanderont 15% avec une inflation de 10%. Mais en tant qu'organisation syndicale, et je pense aussi aux affaires sociales, c'est qu'on voit apparaître ce phénomène de gilets jaunes, de collectifs. Comment vous le gérez, ces gens-là, pour essayer de les remettre dans cette croyance de la démocratie sociale, de la légitimité, de l'accord collectif? Comment est-ce qu'il y en existe, il n'existe pas? Voilà, je pense que c'est une vraie question de fond où on est tous un petit peu concernés. Alors oui, nous, dans chaque négociation, enfin, dans chaque NAO, le sujet de la revalorisation des salaires collectifs, c'est quelque chose que l'on défend à chaque fois. Jusqu'à maintenant, pas à chaque fois, on a signé des PV de désaccord aussi avec notre entrepreneur, hein, parce qu'on n'aboutissait pas à ces augmentations collectives. Cette année, donc, c'est vrai qu'ils sont tournés, notre direction, à valoriser les compétences chez nous, les compétences clés notamment. Donc, ils sont plus tournés sur des augmentations individuelles. Et on s'est rendu compte finalement dans la NAO qu'au fil des discussions, donc ils ne voulaient pas ces augmentations collectives. On était attachés à en avoir, notamment pour ce qu'elle est avec l'inflation aussi, pour maintenir le pouvoir d'achat. Mais on s'est aperçu que finalement ils voulaient, même à titre individuel, augmenter pas mal de personnes. Donc finalement, au fil de la discussion, on est arrivé à ordonner un petit peu la NAO, en disant finalement on en revient à avoir du collectif, hein, c'est ça. Hein. Et donc du coup voilà le collectif, enfin on a réussi à obtenir ces augmentations collectives. Mais c'est vrai qu'au départ c'était vraiment pas gagné parce que voilà, chaque année de façon bon,
chaque année, il faut sortir les mouchoirs. D'ailleurs, quand on commence l'entreprise ne va pas si bien que ça. Si, mais c'est à chaque fois pareil. On n'est pas budget, voilà. Mais bon, voilà, c'est ça. C'est que au fil de la discussion, au fil du dialogue, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si loin de ça, par rapport à nos approches, on n'était pas si loin. Et finalement, voilà, donc du coup, on a communiqué auprès des collaborateurs de Cégide le fait qu'il y avait des augmentations collectives, notamment pour maintenir le pouvoir d'achat des plus bas salaires. Et, voilà. Alors, je n'y ai pas participé à la NAO. Nadia, tu as participé, donc tu peux peut-être compléter. Alors moi, bien sûr, j'ai eu les informations, mais je n'y ai pas participé, donc je ne sais pas vraiment si tu veux donner des... Je vais juste corriger. Ah, il y a des corrections. Il n'y a pas vraiment de bas salaire chez Cégide. Non. Disons que j'ai fait d'autres entreprises et vraiment, bon, non. Enfin, il y a une perception du bas salaire. Mais oui, tous les salaires d'entrée dans l'entreprise, oui, c'est ceux qu'on a favorisés justement parce que c'est ceux qui sont le plus impactés par l'inflation qui monte. Et tout en conservant aussi une large part de l'enveloppe qu'on avait pour augmenter et reconnaître la compétence, l'engagement, l'investissement et l'égalité pro aussi, hein, parce que ça fait partie des enjeux qu'on a dans les NAO. C'est de conserver aussi une partie de l'enveloppe pour atténuer un peu l'historique ou on va dire un peu les aléas sociologiques, puisque nous on est quand même dans une activité où il n'y a quasiment que des garçons. Ah si, quand même. Les développeurs, tu poses une annonce, il y a une fille. Voilà, non, c'est pas vrai. À l'heure actuelle, il n'y a plus personne qui répond aux annonces, n'est-ce pas? Attends, il faut aller les chercher. Ils sont tous en poste, donc c'est encore plus difficile. Bruno Dupuis voulait intervenir. Non, moi, je voulais compléter avec mon avis sur la question de Gilles. Moi, je pense que, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a le sujet des NAO qui est un sujet qui est complexe en ce moment, qui va être tendu dans les mois qui viennent, mais je crois que ce qui est important, c'est effectivement de valoriser ce que produit le dialogue social. Je redis, parce que à ce moment-là, c'est aussi de faire que les représentants du personnel ils aient des parcours normaux, valorisés même, parce que ça donne envie à d'autres, parce que les ordonnances, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une date limite, je dirais, sur le renouvellement des mandats, donc ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres, de nouveaux salariés qui ont envie d'y aller. Et donc, ça faut plutôt valoriser, je crois, que ces fonctions-là. C'est aussi le rôle des syndicats. C'est peut-être aussi de leur part de s'emparer des nouveaux outils. Je pense que par rapport aux nouveaux modes de communication, aux réseaux sociaux, être assez attentif effectivement à ce qui peut émerger, je veux dire, de la part de collectifs bidule truc dont on ne sait pas d'où ils viennent et qui sont parfois très éphémères et opportunistes. Donc ça, c'est important. Mais je pense que si on est sur un terrain de long terme, et la confiance, c'est pas du jour au lendemain, si on la cultive et qu'on valorise ce que ça produit, je veux dire, on a des chances quand même d'être assez bien vaccinés contre ce genre de risque. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions dans la salle? Allez-y, c'est le moment. Il faut dire que les exposés étaient brillants, mais vous pouvez quand même... Allez, encore une. Désolée. Non, au contraire. Merci. J'avais une question sur des accords, du coup, des thématiques qui ne sont pas obligatoires. On n'est pas obligé de négocier. Est-ce que vous partez plus sur des accords à durée déterminée? Et est-ce un champ de négo justement sur accord déterminé ou indéterminé quand vous partez en négo? J'avoue que je ne me suis jamais posé la question. Enfin, ça va, ça marche. Ouais, j'ai une préférence pour les accords à durée indéterminée, personnellement. Parce que ça inscrit dans la durée ce qu'on a négocié. Ça ne veut pas dire qu'on ne renégocie pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'adapte pas. De toute façon, après, il y a une large part de thèmes très importants qui sont cadrés par la loi, qui sont des négociations obligatoires. On s'entend sur est-ce qu'on reste sur des négociations annuelles ou sur des négociations à 2 ans, à 3 ans, voire à 4 ans. Bon, après, sur les négociations obligatoires, on ne va pas aller au-delà. Mais non, moi, je préfère... on a principalement des accords à durée indéterminée. Moi, je préfère, perso. Après, c'est...
Oui, par contre, voilà, on prévoit des clauses de revoyure, des comités de suivi des accords sur lesquels on travaille encore, on fait vivre l'accord. Hein. Voilà. Mais ça l'inscrit quand même un peu dans la durée. Voilà, c'est un accord qui dure 3-4 ans, c'est finalement un accord qui passe vite, en fait. Enfin, je sais pas, c'est un peu comme les présidentielles. Le septennat, c'était bien aussi. Puis vous voulez intervenir aussi. Non, moi, ce que je pourrais dire, c'est, je pense qu'effectivement, je rejoins assez ce que vous venez de dire. Après, il peut y avoir des accords qui ont un objet très précis. Bon, c'est le cas, par exemple, des APC, hein, où on peut avoir une durée très limitée. Je pense que l'intérêt aussi de la durée indéterminée, ça évite quand même aussi des crispations, parce que la renégociation, c'est fortement... Alors, il y a des pays qui sont... Je le dis parce qu'il y a des pays qui ont des cultures très différentes. Je pense que les Québécois, par exemple, ont un système où ils renégocient... Enfin, il y a des élections, je crois que c'est tous les 5 ans, et là, on a des renégociations de package. Et là, d'ailleurs, c'est des périodes... On ignore un peu, mais de forte conflictualité, parce que celui qui emporte la mise en termes de représentativité, c'est lui c'est le représentant des directions d'entreprise, hein, le syndicat qui remporte la mise. Et on a ce système avec des rendez-vous, je dirais, qui sont quinquennaux, un peu comme notre élection présidentielle, et un système de close shop, c'est-à-dire que l'accord bénéficie aux salariés qui sont adhérents de l'organisation, ce qu'on trouve aussi un peu en Europe du Nord. Mais je crois que c'est pas du tout dans notre culture, et je pense que le courant, c'est plutôt l'accord à durée indéterminée, sauf effectivement quand on a un objet très précis, hein, je veux dire, type un redressement qui peut avoir des clauses de retour à meilleure fortune, c'est une durée de 2-3 ans. Là, je veux dire, ça peut se comprendre. Voilà, moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Merci beaucoup. Je vous propose que pour conclure, Gilles Sabart et Sonia, vous pouviez éventuellement nous présenter ce que c'est que... Et vous aussi. Voilà. Merci à vous. Il n'y a pas d'exclusion. Une présentation de l'Observatoire du dialogue social. Pardon. Oui, en 2 minutes, aussi court que toi, Gilles. Hein, alors, l'Observatoire départemental de la négociation collective et du dialogue social sur le Rhône, il s'est mis en place à la suite des ordonnances Macron, hein, puisque c'est les ordonnances Macron qui l'ont mis en place. L'idée étant de pouvoir se focaliser sur un territoire entre les partenaires sociaux, sur les entreprises de moins de 50 salariés. C'est quand même l'objet, donc TPE, PME, de pouvoir observer, comme son nom l'indique, ce qui s'y passe en matière de négociation collective et de dialogue social, d'où le fait effectivement que Gilles a pu évoquer tout à l'heure avec l'appui d'Émilie tout le travail d'études des accords collectifs et de pouvoir les répertorier sur le territoire du département. Et puis aussi une forme d'expertise entre guillemets, je mets bien des guillemets, puisque en tant que partenaires sociaux, que ce soit les organisations patronales qui y siègent ou les organisations syndicales, il y a un savoir-faire de pratique aussi de terrain, de la négociation collective et du dialogue social. Et donc on est une instance au service des entreprises pour effectivement sur une question, sur une manière d'appréhender le champ de la négociation collective. Voilà. Alors c'est plutôt une instance qui n'est pas extrêmement bien connue, qui, il faut le dire, même si l'ambition est intéressante, ne dispose pas vraiment de moyens, si ce n'est la volonté des partenaires qui la composent de la faire vivre, avec la dette, évidemment, excusez-moi, j'aurais dû peut-être commencer par ça, voilà. Et donc, sur le département, on a quand même une dynamique assez intéressante, qui est d'abord parce qu'on est la seule instance sur le territoire de dialogue social dit territorial, finalement, hein, puisque c'est la seule instance interprofessionnelle où les partenaires sociaux se réunissent. Donc, c'est déjà pas si mal. Ça permet de se connaître et de se rencontrer. Et on a voulu à la fois observer, mais aussi être dans l'action. Et on s'est
mis à la disposition des entreprises et de leurs représentants, des salariés, pour essayer de donner, d'apporter des conseils, un point de vue, un dialogue, un échange. Ça s'est traduit notamment à travers notre initiative d'organiser des webinaires. Période Covid, on s'est dit, bon, ben voilà, il y a un sujet. Les entreprises, à l'issue du premier confinement, doivent réouvrir. Comment elles font? Les mesures sanitaires, les protections, etc. Et on a initié notre premier webinaire pour effectivement permettre d'échanger avec les entreprises et leurs représentants sur la manière de reprendre leur activité, tout en respectant les aspects réglementaires, les aspects de sécurité, et en prenant en compte effectivement les salariés au milieu de tout ça dans un pas trop mal-être, hein, avec souvent du télétravail imposé parce que il fallait pas sortir de chez soi, c'était pas forcément préparé. Le témoignage de Cégide nous a montré que bon, ça a donné un coup de boost, mais il y avait quand même des éléments préparatoires. Il y a des entreprises qui n'étaient pas du tout préparées à ça, hein, qui n'étaient pas allées sur le sujet du télétravail. Donc ça s'est mis parfois en place de manière assez douloureuse, et pour les uns et pour les autres. Et donc, forte de cette première expérience de webinaire, on en a proposé d'autres, hein, autour des accords télétravail notamment. On va d'ailleurs en préparer une autour des enjeux de recrutement et d'attractivité de l'entreprise, parce que c'est un sujet, hein, ça a traversé l'ensemble des débats de la matinée. Et on pense que dans les TPE-PME, il y a aussi une réflexion à apporter pour envisager comment le dialogue social peut permettre à l'entreprise une forme d'attractivité dans ce qu'elle propose. Alors c'est ce qu'on essaiera de démontrer dans nos échanges. Mais ce qui est intéressant au travers des actions qu'on a faites, c'est comment on illustre aussi ce qu'apporte le dialogue et que le dialogue est possible. C'est-à-dire quand on intervient sur ces webinaires, on est toujours tripartite. Il y a la DETS dans sa fonction, mais il y a aussi un représentant de l'organisation patronale, un représentant de l'organisation syndicale, et chacun à notre place, on montre comment, mais comme vous l'avez fait ce matin très bien, il y a des points de convergence. Hein. Et si on peut avoir des positions parfois différentes, il y a quelque chose qui est possible en termes de construction et d'amélioration pour tous. Voilà un peu comment je résumerais l'observatoire que j'ai l'honneur de présider encore pour quelques mois. Et puis après, je passerai la main à mon vice-président. Voilà. En gros, mais je vais laisser Gilles compléter peut-être. Voilà, en 2 mots. 4. 4 mots. Non, l'intérêt, c'est vrai que le dialogue social, normalement, bon, il y a du dialogue social au niveau national, il y a du dialogue social dans certaines fédérations comme la métallurgie, mais il n'y avait pas de dialogue social au niveau départemental. Donc ça, c'est un petit peu une première. Et donc du coup, ce qui était intéressant dessus, c'est qu'on s'est aperçu que les organisations patronales ne parlaient pas forcément au niveau avec les organisations syndicales, avec la dette, en confiance. Voilà. Donc l'observatoire, il a un petit peu apporté ça, en disant c'est peut-être intéressant d'en parler. Et des sujets comme que vous traitez, notamment sur le recrutement et le dialogue social, ce qui peut paraître paradoxal, mais c'est un sujet que chacun doit s'emparer. Et pour finir, moi, il y a un sujet qui me paraît intéressant à Lyon, c'est la ZFE. La zone à faible émission, on est tous d'accord de faire de l'environnement, mais pour nous, organisations patronales, ça pose énormément de problèmes. Mais pour les organisations syndicales, ça pose aussi énormément de problèmes parce que c'est l'accès à son lieu de travail, malgré le télétravail, de certains. Donc là, on voit qu'on a un intérêt important, que cette question ne peut pas être traitée uniquement au niveau métropolitain politique, mais qu'il y a aussi des personnes qui, concernées dans la vie de tous les jours, peuvent apporter leur pierre et éviter d'avoir des décisions qui sont sorties du chapeau et on ne sait pas trop où elles existent. Donc ça, c'est un sujet, je pense, qu'il faut traiter, qui n'est pas neutre. Il y a des gens qui sont en énorme difficulté à se loger, énorme difficulté à arriver dans le travail. Et du côté d'organisations patronales, quand elles ont des difficultés, nous, forcément, ça nous pose beaucoup plus de problèmes, ne serait-ce que d'un point de vue de la productivité, comme tu le disais. Donc là, l'observatoire est peut-être aussi intéressant pour apporter et éclairer, éviter les malentendus, prendre de la culture du dialogue. C'est ça l'objectif. D'un point de vue pratique, comment les chefs d'entreprise ou les partenaires sociaux peuvent vous contacter? Est-ce que vous avez un site internet, par exemple? Alors ça, je vais laisser la parole à M. Vendroz ou à Émilie, mais qui a mis en place les choses. C'est important, ce qui est certain, c'est que nous, on a commencé aussi à créer une sorte de petit club d'entreprise dans le cadre des webinaires pour le faire. Il y a le dialogue social et puis il y a un certain nombre de plateformes pour le faire. Et on essaye de rester un petit peu au niveau macro-dialogue là-dessus. Voilà. Donc je me présente rapidement. Je suis Émilie Philis, responsable du service dialogue social à la DETS du Rhône. Donc j'encadre notamment le service chargé dans l'enregistrement des accords.
Et donc pour contacter l'Observatoire, le plus simple, c'est peut-être de contacter le service justement dialogue social de la DETS. Je pourrais vous communiquer sans souci nos coordonnées. Et moi, en fonction de la demande en fait, qui est formulée, en fait, on analysera si c'est du ressort de l'Observatoire du dialogue social ou si la DETS peut s'en charger, si c'est simplement un éclairage juridique en fait, de la question. Voilà. Merci Émilie. Je vais laisser la parole maintenant à Dominique, qui va donc conclure cet atelier. Merci beaucoup. Tout d'abord, vous dire que Christian Tudéros aurait dû intervenir. Encore une fois, il est cloué au fond de son lit. Il nous a envoyé une petite vidéo, mais c'était trop rapide pour pouvoir le faire. En tout cas, on le remercie énormément de l'avoir fait. Mais du coup, comme Bruno tout à l'heure a fait la pub sur France Stratégie, je vais faire une pub moi sur le dernier ouvrage de Christian Tudéros qui s'appelle Méthode de négociation collective, alors qui est un petit manuel de négociation collective très très intéressant. Vous le trouverez. Il est en numérique sur le site www.librinova.com pour la modique somme de 9,50 €, ce qui fait que même un délégué syndical peut se l'offrir. Voilà. Voilà, ou alors il le propose dans l'accord de méthode, voilà, comme outil. Voilà. Mais en tout cas, c'est pour vous dire aussi qu'il y a un site qui peut-être au fil du temps va devenir un site de référence sur le dialogue social sur le Rhône, qui s'appelle Dialogue social en action, donc qui est mis en œuvre par le Progrès Événement, où commence à y avoir pas mal d'éléments. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui s'est dit ici, vous allez le retrouver entre parenthèses, c'était retransmis en direct sur tout un tas de plateformes. Voilà, donc ce qui s'est dit ici a dépassé, on va dire, le cadre des personnes qui étaient ici. Ça sera ensuite pour partie sur le site, donc le dialogue social en action, ce qui veut dire que petit à petit, ce site devient un site de référence. On mettra effectivement également des références telles que celles qui viennent d'être désignées ici, et je pense qu'on y trouvera peut-être aussi la vidéo de Christian Tudéros. Il faut qu'on regarde, ce qui fait que vous pourrez quand même regarder cet élément-là. Je voulais juste, en forme de fin, en tout cas, reprendre 2 ou 3 éléments qui sont ressortis très très nettement, mais qui sont, je pense, des points de fond en termes de négociation, de discussion, de dialogue social. Et c'est très 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 bien ressorti par les différentes interventions. C'est-à-dire qu'il y a au moins 3 temps dans la négociation. Il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. Et que ces 3 éléments-là sont aussi importants les uns que les autres, et que souvent les partenaires sociaux se focalisent sur l'un des éléments qui est le moment où on est face à face et où on discute. Mais c'est très très bien ressorti des différentes interventions, c'est-à-dire que l'avant, d'un côté comme de l'autre, est extrêmement important parce que c'est le moment où on construit les mandats. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on voudrait, etc. C'est le moment où on se documente, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il faut regarder ce que prévoient les textes, quelle est notre liberté, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. C'est le moment aussi où on définit le processus, la méthode, c'est-à-dire comment on va mener ces négociations. Qu'est-ce qu'on choisit ? On l'a dit tout à l'heure aussi, hein, il y a plusieurs types de négociations. Il y a une négociation assez classique qui sont une négociation où on se retrouve face à face, on demande 10, l'autre propose 1, et puis on se dit, au bout de 4 ou 5 négociations, on va peut-être bien aboutir à 5. Voilà. Il y a d'autres manières de négocier qui est, vous l'avez dit aussi, hein, c'est de se réunir, c'est de partager ensemble, c'est d'essayer de bâtir un diagnostic, de dire voilà, qu'est-ce que c'est et quels sont nos enjeux les uns et les autres autour de ça, et où sont les points où on peut se retrouver, les points où on est très éloigné, et donc les points où on peut se retrouver, on peut déjà les acter positivement et ils vont être faciles à rédiger. Puis les points qui sont éloignés, comment est-ce qu'on va faire pour éventuellement rapprocher les points de vue pour arriver à un compromis qui soit acceptable pour les uns et pour les autres, et qui sera peut-être qu'une étape dans ce qui sera possible de faire. Vous l'avez fort bien illustré avec la question du télétravail. Hein. La négociation elle-même, j'y reviens pas, c'est le moment assez classique, mais c'est vrai que moi je suis président par exemple de la commission mixte paritaire du ferroviaire, si vous voulez, donc qui construit la convention collective nationale du ferroviaire. Je peux vous dire que les gens qui sont là, en termes de négociateurs, ils sont férus, hein, leur mandat, là. Voilà. Mais on coupera au montage.
Mais on est dans la négociation, le patronat amène une version, les organisations syndicales, nanana, et puis à la fin, il se passe quelque chose. Bon, on ne sait pas trop d'ailleurs où ça se passe. Et de temps en temps, ça arrive à un accord, et de temps en temps, ça n'arrive pas à un accord. Et assez souvent, d'ailleurs, ça n'arrive pas à un accord. Voilà. Mais donc, il se passe des choses un peu mystérieuses d'un côté comme de l'autre, où à un moment, on dit, bah tiens, ça va, on va y arriver. Et puis alors, après la négo, vous l'avez effectivement dit, c'est-à-dire qu'un accord, ça vit. Un accord, il faut le vendre. Enfin, il faut le vendre. Oui, il faut l'expliquer, il faut le promouvoir, il faut communiquer, comme ce qu'on essaye de faire ici, finalement, d'un point de vue général. C'est-à-dire négocier, discuter, dialoguer, etc. Ça produit quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est censé produire quelque chose. Et ce qui est produit a de la valeur. Et il faut le dire. Et je remercie, du coup, ça sera mes mots de fin, je remercie très très fort tous les intervenants de ce matin, en particulier l'entreprise Cégide, parce qu'on s'est rendu compte, depuis qu'on essaye de valoriser, qu'il faut déjà convaincre les entreprises elles-mêmes que ce qu'elles font, c'est bien. Voilà. Et pour le coup, j'ai l'occasion aussi de remercier Émilie Philly qui dit tout à l'heure, on enregistre les accords. Oui, on enregistre les accords, mais elle fait plus que les enregistrer, elle les lit. Voilà, les 4000 accords. Donc elle passe les nuits à lire des accords. Voilà. Et elle nous signale, elle dit tiens, celui-là il est intéressant, tiens, celui-là il est innovant, tiens, regardez, celui-ci là, il est fait comme ça. C'est ce qu'elle fait à l'Observatoire du dialogue social, et ce qu'elle a fait pour qu'on aille en fait chercher. On s'est rendu compte qu'il fallait chercher les entreprises et les représentants syndicaux pour leur dire venez vendre votre accord. C'est pas simplement, vous n'allez pas vanter l'entreprise, vous allez vanter votre travail de négociateur, votre travail de dialogue social, et vous allez peut-être donner des idées à d'autres entreprises, à d'autres partenaires sociaux pour s'engager dans cette voie-là. Voilà, donc l'après les négociations, merci à tous, merci à vous. N'oubliez pas le dialogue social en action, le site. Voilà. Et rendez-vous le 21. Le 21 juin. Merci à tous.